Je repousse le moment de manger. Attendre quoi et attendre comment? C'est l'adrénaline qui les booste. Je vais laisser ça ternir mon couple. Équilibré. Une envie profonde de ne pas faire de mal. Tu es anxieux parce que tu fais pas le truc, donc t'es anxieux. On va pas non plus se torturer. Voilà, c'est pour ça qu'il faut trouver l'équilibre. Équilibre. Je culpabilisais, je procrastinais, je ramasse mon sac, je le laisse à côté, le lendemain j'y vais pas, ça t'est familier, Tsansayak. Et glisse معنا نحاربوها. Salut, moi c'est Nia. Et après avoir coché toutes les cases qu'on m'a données, 7 ans d'études, 7 autres accumulés titres et déceptions, des voyages et des portes poussées jusqu'au Japon, et me voilà, face à un vide. Cette fois j'ai gardé l'envie de trouver ce qui me manquait depuis le début. Et peut-être à toi aussi. L'équilibre. 11h11, c'est cette quête d'équilibre. Et pour m'accompagner dans cette quête, qui de mieux qu'un ami expert en la matière? Elle parle de moi, Yas. Je suis coach personnel depuis 5 ans. Et malgré les hauts et les bas, je reste un grand amoureux de la vie. Aujourd'hui, il semblerait que les drames aient laissé place à de belles phases de paix et de joie profonde. Pourvu que ça dure. Cette stabilité, je la dois à une philosophie de vie minimaliste que je vous propose de découvrir en notre compagnie. Amis de l'introspection, salut! Salut. En préparant cet épisode, Yes et moi étions en crise aiguë de procrastination, si je puis dire. On parlait de tout et de rien, sans arriver à se recentrer. Just get the shit done au final. Ça t'est familier, Tsansayak? Et glisse معنا نحاربوها ولا at least نفهموها. Alors aujourd'hui, justement, le sujet, c'est la procrastination et le perfectionnisme. Le fameux. Le lien entre les deux, la différence. Est-ce que c'est un paradoxe? Est-ce que, encore une fois, c'est le revers d'une même pièce? Les origines. Et de la théorisation de la chose. C'est ça. Et puis en fin d'épisode, des manières de vivre avec. Est-ce que c'est une nature ou est-ce que c'est induit? On va essayer de faire le tour de la question parce qu'on est les premiers à en pâtir, on va dire. Aujourd'hui, l'épisode, il est pensé de manière à vous accompagner pendant votre journée de travail. On est tous face à la procrastination dans son travail, au perfectionnisme aussi. D'ailleurs, la première chose qui vient à l'esprit, c'est les entretiens d'embauche. La fameuse question, quels sont vos plus gros défauts? Et ce grand dilemme, est-ce que je parle de perfectionnisme ou pas? Défauts ou qualités? Défauts ou qualités. Qu'est-ce que ça vous dit quand on vous parle de ça? Si on vous parle de perfectionnisme dans un entretien d'embauche, est-ce que vous avez déjà été tenté de répondre ça quand vous regardez que vous trouvez pas trop de défauts ou qu'au contraire vous en trouvez tellement que... D'ailleurs, le lien direct entre perfectionnisme, procrastination et estime de soi, on verra ça plus tard avec Christophe André, le psychologue français qui a énormément pensé et écrit autour. Les gens pensent que la procrastination en soi, en ce moment, c'est trendy. Yes. C'est une sorte de tendance, alors qu'il y a des dessous très très sombres, en rapport direct avec l'auto-sabotage, avec des peurs enfouies, parfois héritées, parfois induites par la société, la culture, etc. Donc aujourd'hui, on vous propose d'aborder ce sujet un petit peu différemment, étant relativement plus actuel, Yak, du moins sa théorisation. Les philosophes d'antan, ils abordaient beaucoup plus en détail les précédents sujets comme le temps, this huge subject, ou les émotions évidentes comme le dégoût, alors que la procrastination, on la retrouve très brièvement. Il y a le philosophe Sénèque à l'Antiquité qui en a parlé très rapidement, sans la nommer. C'était pas encore nommé procrastination, mais il écrivait déjà sur le fait de remettre au lendemain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Moi, je dirais que parfois, c'est plus une tendance qui a lieu dans tous les aspects de la vie. Parfois, je procrastine pour passer un coup de fil, pour prendre rendez-vous chez les médecins. Évidemment, il y a une procrastination personnelle dans la vie privée. Exactement. Je procrastine, je repousse parfois des conversations avec des gens. Oui. T'imagines, je procrastine parfois, bon ça c'est extrême, on va pas dire, mais quand je suis pas bien, quand je suis dans des phases d'anxiété immense, de stress,
je repousse des tâches de la vie. Je repousse le moment de manger, t'imagines? Ça, c'est vraiment en mode... Est-ce qu'on vit avec un perfectionnisme ou une procrastination pendant des années sans même s'en rendre compte? Sénèque, en tout cas, lui, il disait dans ses lettres, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. C'est ça. Après, bon, c'est libre interprétation, dans le sens où perdre du temps, réellement. Nous, on vous encourage depuis le début de ralentir, donc d'en perdre allègrement d'y aller le temps. Walakin, est-ce qu'il parlait plutôt des distractions? Est-ce qu'il parlait d'un manque d'organisation? Tout ça, Encore une fois, c'est dans la subtilité, le paradoxe. Les choses les plus éloignées se rapprochent à un moment donné et c'est limite exponentiel. On se rend compte que on a beaucoup de temps, très peu de temps, qu'on procrastine. La limite est très petite. Il n'y a pas un écart énorme entre les deux. Nuance et subtilité. Après, c'est le XVIe siècle qu'on retrouve la première utilisation étymologique du mot procrastination. Justement, ça vient d'où procrastination? Ça vient du latin pro, avant, ou là en avant, et crastinus, demain. Donc, remettre à demain. Littéralement. Réaliban, la majorité des psychologues modernes relient tout ça à des mécanismes d'autorégulation et la peur de l'échec. Ça, la majorité des théoriciens actuels, modernes et contemporains, ramènent la procrastination à une peur de l'échec en soi. Une peur de l'échec, une peur aussi du succès. Les deux existent aussi parce que est-ce que ce serait pas finalement une peur de la fin d'une chose? Finir et ne plus savoir quoi faire après. Et là, on bouclerait la boucle avec de la résilience au final. C'est que peu importe le changement, qu'il soit up ou down, on montre une certaine réticence, une résistance au changement. On va repousser l'acte pour ne pas le recevoir d'épée de Damoclès qui nous pendait dessus. C'est-à-dire, j'ai fini de le faire et maintenant. Et maintenant? Que vais-je faire de tout ce temps? On y revient encore. Yes. Alors, on se pose la question, quelle serait en fait l'origine du perfectionnisme? Là, j'ai eu énormément de difficultés. Étrangement et paradoxalement, il y a plus d'informations sur la procrastination que sur le perfectionnisme. C'est tellement ancré dans nos sociétés que j'ai trouvé très peu d'anciennes mentions, comme on le connaît d'abord. Mais dans les religions monothéistes, c'est souvent une caractéristique divine en soi. Chez nous, par exemple, le Maghreb, le Coran, et Binatna d'ailleurs, c'est devenu on dit le kamalu lillah. La perfection n'appartient qu'à Dieu. Voilà. L'adjectif perfection, traduisible par kamal, fait d'ailleurs partie des noms sacrés donnés à Dieu. Tu sais, dès qu'il y a une suite de noms sacrés, Ar-Rahman, c'est souvent associé à des idéaux religieux ou philosophiques qui nous dépassent, qui dépasseraient quelque part l'homme. Dans le christianisme médiéval, on retrouve la même chose. La quête de la perfection morale, spirituelle, elle est centrale. C'est une vertu divine à laquelle l'homme devrait aspirer, mais sans jamais réellement l'atteindre en soi. Dans le sens, on a tous des défauts, personne n'est parfait, mais on peut aspirer à s'approcher au maximum de cette perfection. Tendre à la perfection qui finalement n'est que l'apanage des dieux. Des dieux. Est-ce que ce serait pas de là que vient le perfectionnisme? Du Dieu. On est dans les religions monothéistes. C'est dans l'épisode sur le yoga, l'un des compagnies qu'on abordera l'histoire des dieux multiples. Ça viendra aussi. Ça viendra. Est-ce que ce ne serait pas cette quête, cette aspiration à la perfection ultime qui est sous-jacente en fait au perfectionnisme? C'est à ça qu'essaient de répondre les études actuelles, les psychologues, les anthropologues, sociologues et tout théoricien du perfectionnisme, si on peut dire ça. Il a été étudié aussi beaucoup plus tard que la procrastination. Au XXe siècle, il considérait que la quête de perfection est un moteur. C'est même un moteur essentiel du développement humain. Mais il soulignait déjà que cette quête pouvait devenir problématique sans pour autant dire que ce serait la source même de tous les problèmes, comme on verra plus tard, mais qu'elle pouvait conduire à une peur paralysante de l'échec. Là, je cite Alfred Adler, qui est une des premières figures du début du XXe siècle, qui a fait des études sur le perfectionnisme. Alors, bimma anna, Peirce et ses amis, l'inka ou la procrastination bla peur, et que la perfection mène à la peur de l'échec, on peut facilement déduire que l'un engendre allègrement l'autre. Dans la réalité, c'est encore une fois beaucoup plus nuancé et surtout très difficile à conscientiser et à soigner au quotidien. D'autant plus quand j'ai essayé de creuser toute cette semaine la peur de l'échec, c'est finalement qu'une seule dimension
Ce que ça questionne finalement, cette histoire de perfectionnisme et de procrastination, c'est la temporalité de la chose. C'est aussi l'attente. Est-ce que je commence tout de suite? Est-ce que je commence bientôt? C'est littéralement remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui, Exactement. dans le but de mieux le faire peut-être demain qu'aujourd'hui. On a une petite question pour vous. Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà surpris à reporter quelque chose au point de ne plus la faire? Est-ce que c'est récurrent? Est-ce que ça dicte tes journées? Est-ce que tu fais ça depuis longtemps? Est-ce que t'es rentré dans un cercle vicieux du report jusqu'à ne plus effectuer ce que tu as à faire? Et est-ce que tu conscientises la raison de ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça tout le temps? Voilà. Est-ce que tu veux maintenant, d'ailleurs, c'est une perche tendue, te prendre 5-10 minutes, peut-être faire pause et réfléchir à la question? Alors on se demandait avec Oumnia, est-ce que l'attente finalement est une posture vertueuse ou une posture destructrice? La question que pose Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent, c'est passez-vous votre vie à attendre? Et justement attendre quoi? Est-ce que vous attendez le meilleur moment? Est-ce que vous attendez le bon moment pour commencer une tâche? Attendre quoi et attendre comment? Exactement, parce que finalement il y a deux formes d'attente. Il y a une attente qui peut être destructrice, celle de toujours reporter à plus tard parce qu'on n'est pas dans les meilleures conditions. Mais il y a une autre forme d'attente qui est de meilleure qualité, qui est celle de l'alertness, être sur le qui-vive, pour ne jamais rien rater de ce que propose la vie. Et dans ce paradoxe réside une belle question. Est-ce que je sais attendre? Est-ce que quand j'arrive quelque part, je suis dans l'attente? Ou est-ce que je m'amuse déjà et que j'ai pas peur d'attendre? Là, ça dévoile une forme de sérénité face à l'écoulement du temps que on procrastine, mais j'ai pas envie de dire procrastiner de manière productive. C'est bizarre de dire comme ça, mais... D'ailleurs, petite anecdote très rapide, étant une grande procrastinatrice qui se soigne, à un moment, j'ai découvert quelque chose. Je ne conseille pas forcément ça. Au contraire, c'est propre à moi et ça peut même être destructeur pour certains. Mais quand je suis sur quelque chose, je me lance sur un second, troisième projet annexe que j'ai envie d'accomplir à un moment ou à un autre, de toute façon, sans me mettre de pression. Et je procrastine l'un sur l'autre. Là, je dois faire quelque chose dans le projet A. Je me retrouve à avancer sur le projet B et inversement. Quand il n'y a pas de deadline, ça peut être une forme d'attente active. Le projet A est en attente, mais je suis pas dans cette anxiété d'attente où je ne fais rien, où je ne sais pas. J'avance sur le B tout doucement, rythme de croisière. Parfois je me mens et inversement, tu vois. Et c'est génial parce qu'on va en parler en plus dans des pistes à explorer, des stratégies, etc. Tu valides? Tu penses que ma piste peut être... Je pense qu'elle fait partie des différentes façons de gérer. Il y a moyen de la théoriser? Oui. Ou alors ça existe déjà si ça se trouve. C'est l'occasion de vous poser une question à vous, auditeurs. Est-ce que vous êtes plutôt monotâche ou multitâche? Tout simplement. Je dirais même, est-ce que vous êtes monotâche ou multitâche et aussi en alternant? Est-ce que vous pouvez lire 2 livres en même temps, par exemple? Voilà. Et est-ce que, comme ma mère, vous pouvez regarder un film, jouer au sudoku sur votre téléphone et tenir une conversation sur WhatsApp? Et se souvenir de tout. Et me raconter le film après. Donc rassure-toi, tu n'es pas la seule. Et on va en parler tout à l'heure. Ouais. Il y a cette histoire de deadline d'ailleurs Je trouve que c'est un gros chapitre dans la procrastination, le perfectionnisme, etc. C'est des échéances qui peuvent autant nous terroriser que nous sauver. Anna, j'ai besoin d'avoir, malgré ma procrastination, etc., j'ai besoin d'avoir un planning clair devant les yeux. C'est comme si ça me ménageait des temps de procrastination, justement. Pour certains, c'est une source de stress insupportable. Pour d'autres, c'est du fuel. C'est un stress qui construit. C'est même le seul vrai moteur de la productivité, à proprement dit, Zama, de produire des choses. Pour préparer cet épisode, je suis revenue sur des livres qui m'avaient intéressée, dont le livre Imparfait, libre et heureux. Mais j'ai aussi cherché les définitions de différents penseurs, psychologues, sociologues, etc., parce que je voulais aborder le sujet à travers le prisme de la compréhension des concepts déjà en eux-mêmes. Et justement, ce que ça a révélé, par exemple, chez le psychologue marocain, qui s'appelle Saïd Hamzazi, que j'ai découvert grâce à cet épisode d'ailleurs, il dit que la procrastination est le fait de différer volontairement une action, malgré la conscience des conséquences négatives. C'est-à-dire que là, il rajoute
un paramètre qui est malgré la conscience des conséquences négatives, donc malgré la pression et la peur qu'il peut y avoir derrière, souvent lié à une gestion inefficace du temps et à des facteurs culturels spécifiques. Ce qui nous dit Dr Saïd Hamzazi, c'est que au-delà de la peur de l'échec qui est inhérente et qui peut être conscientisée, là il y a le temps qui est mal géré quelque part et des facteurs culturels spécifiques. Donc il y a d'autres choses qui viennent se greffer à ces peurs et de l'échec et de réussite dont on parlait. Et l'inefficacité de la gestion du temps, justement, pour moi, est reliée au deadline, reliée à notre manière d'être face à ces choses. Typiquement, on a 2 types de collègues. On le sait tous. On a les procrastinateurs de dernière minute. On va les définir. C'est ceux qui attendent l'urgence pour agir. C'est l'adrénaline qui les booste. C'est je fais rien pendant 2 semaines et la veille, je deviens une machine de guerre, je dors pas 48 heures et je te ponds un truc. Le comportement, il est lié à une surcharge émotionnelle et à une gestion défaillante des priorités. Là, on commence à s'approcher d'une compréhension. Si c'est une gestion défaillante du temps, une gestion défaillante des émotions et une gestion défaillante des priorités se rencontrent, ça donne des gens addicts à l'adrénaline de la dernière minute. On ne dit pas que c'est mauvais. On essaie juste de comprendre l'origine des choses et peut-être trouver un moyen d'alléger ces choses. Anna, j'ai commencé un travail depuis déjà 3-4 ans sur la gestion de mes priorités, principalement. Les valeurs et les priorités. Et ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, ce que je te disais, je procrastine, mais de manière productive. Après, il y a les deuxièmes que j'admire. Je sais pas comment ils font et j'en ai eu comme ça. Les planificateurs, super disciplinés. C'est les gens qui décomposent les tâches, qui savent exactement chaque tâche, ce que ça va leur demander comme temps. Qui font tout ça bien avant la deadline, qui avancent petit à petit, qui évitent le stress. Clairement, ça reflète une meilleure autorégulation. Ou Alekin, est-ce que ce boost n'est pas plus juicy finalement? Est-ce que pimenter sa vie ne fait pas finalement... Ces choses aussi se contrôlent vraiment? Est-ce qu'à un moment, à partir d'une nature déjà faite, tu te réveilles, t'as 30 ans et t'es déjà grand procrastinateur, est-ce que tu vas mettre toute ton énergie à changer ou est-ce que tu vas plutôt apprendre à vivre avec? J'ai une question, est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre aussi? Est-ce qu'on peut devenir le premier en étant le deuxième à la base? Basculer entre 2 modes de fonctionnement, ça ce serait une force en soi. Ça ce serait un peu moins entre l'ancienne version et la nouvelle. Vraiment, je suis passé d'une gestion de procrastination de dernière minute à quelqu'un qui a conscience du temps qui lui reste, mais qui laisse ça en périphérie. C'est-à-dire, je sais que j'ai une deadline, mais je la vois pas comme une deadline. Je la vois comme un point dans le futur, mais je planifie, je priorise, et c'est après avoir fait ça que je peux me concentrer sur le pas que je fais maintenant. La deadline reste dans ma tête, mais elle est secondaire. C'est-à-dire que de temps en temps, je vais vérifier si j'ai encore le temps, mais comme c'est dans une sérénité, ça ne s'accompagne pas d'un stress. Et ça permet de bien avancer. De l'extrême du procrastinateur aux dernières minutes à cette façon de gérer qui est un peu plus... Planificateur discipliné. Voilà. C'est une façon de gérer justement cette procrastination-là. Et vous, d'ailleurs, je rajouterai la 3e question à l'auditeur. Tu te définirais plutôt comme planificateur discipliné ou là comme procrastinateur de dernière minute? Et est-ce que ça t'arrange? Et est-ce que dans les différents volets de ta vie, tu es plutôt l'un ou l'autre? On n'est pas forcément procrastinateur dans tous les volets de notre vie. Et ça peut dire beaucoup sur nous. Bien sûr. C'est que c'est là où il y a quelque chose à creuser. C'est ça. Est-ce qu'on favorise certaines actions à d'autres parce qu'elles nous font plus plaisir? Est-ce que certaines actions, on rechigne à les faire? On n'a pas trop envie, donc on les reporte. Est-ce qu'on a peur de ce que ça va nous faire ressentir? Surtout au Maroc, les deadlines et tout ça, c'est tellement flexible, j'ai envie de dire. Parfois trop. Ce rapport aux échéances, d'ailleurs, ici, chez nous. Presque dans la prise de rendez-vous. Hein. Oui, déjà. Parfois, t'as l'impression qu'une deadline, c'est juste une suggestion. Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Ça ramènerait la 4e question. C'est l'occasion d'ailleurs de vous dire que vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, sur Facebook. On attend vos témoignages, vos retours. N'hésitez pas aussi, si vous appréciez, à suivre ou à voir ce qui se fait sur d'autres plateformes par 11h11 ou 1111 comme certains l'appellent. Donc la 4e question, est-ce que les deadlines vous motivent ou vous paralysent?
Est-ce que la clé quelque part ne résidait pas dans les deadlines, mais plus dans notre capacité à les transformer en alliés plutôt qu'en ennemis? Équilibré. Équilibré. J'aime bien l'exemple de ce que dit Eckhart Tolle sur la gestion des rendez-vous. Il dit, moi évidemment je vis dans le moment présent, c'est sa grande spécialité, mais j'ai une montre. Et donc on lui demande pourquoi t'as une montre, alors qu'il est toujours maintenant. Ouais, bah, du coup. Et ben il a Paradoxe. répondu, ouais, paradoxe. Ouais. Ben il a une montre, mais il n'y a pas de chiffre dessus. Il n'y a que l'écoulement du temps comme dans un sablier. Et donc lui, il se repère par rapport à un rythme d'avancée du temps horloge. Il sait qu'il a 20 minutes pour arriver d'un endroit à l'autre, donc il est à l'heure tout le temps, mais sans avoir conscience du temps. Ouais, c'est une autre dimension. C'est Le autre mec, chose encore. il sent les minutes passer sans que ça impacte C'est ça. Son état, Exactement. en fait. Et en fait, tous ses disciples J'aspire. lui envoient What's your goal? des... Ouais, on lui offre souvent des montres qui indiquent tout le temps now. J'aimerais Et- trop ça. C'est dingue ça. Bon, après, faut dire, bon, on va être, ça fait quelques années déjà. Faut pas non plus tomber dans l'extrême. Bien On va sûr. parler de ça dans l'épisode de la méditation, qu'on vous invite à écouter. Mais toutes ces manières New Wave, ces spiritualités, ces développements personnels, etc. Vous inquiétez pas qu'on est aussi dans une approche critique, qu'on a vu dès que ici, maintenant, now, today, partout, etc. Et qu'il faut pas amalgamer avec des tendances, des choses qui prendre ce qui nous fait du bien, tout simplement, nous reconnecte, sans tomber dans de la radicalisation d'une manière ou d'une autre. On dit pas qu'il faut pas suivre de temps, on dit pas qu'il faut rester ancré dans une espèce d'état second constant, de béatitude du moment présent, etc. Mais ces outils peuvent quelque part aider à mieux gérer sa vie au quotidien et à faire la paix avec soi-même. Et encore une fois, tout c'est dans la nuance. Ouais, on a parlé de l'aspect temps. Pour revenir à la citation dit le docteur Saïd Hamzazi, que je répète ici parce que je la trouve super intéressante et générique, la procrastination est le fait de différer volontairement une action, malgré la conscience des conséquences négatives, souvent liées à une gestion inefficace du temps et à des facteurs culturels spécifiques. On a parlé de l'aspect temps, temporalité, etc. Mais il y a aussi cet aspect culturel au final, qui vient compléter le tableau des peurs à la fois de l'échec et de la réussite. Quand on dit peur de la réussite, ça peut être aussi subtil que je fais partie d'une famille où tout le monde galère. J'ai pas envie de réussir pour pas faire d'ombre à ma famille. Ou alors j'aime cette personne et j'ai pas envie d'atteindre son ego ou de la mettre à mal en faisant ça alors que c'est elle qui aspirait à ça. C'est tout bête, mais si je réussis, j'aurai plus besoin de mon mari. Ça, c'est propre aux femmes aussi. Il y a énormément de femmes qui ont peur de réussir parce que leur mari risque de fuir, parce que ce serait difficile de supporter d'avoir une femme qui réussit dans sa vie. Ou plus loin encore, si une femme est dépendante, on va dire d'abord pécuniairement de son homme, elle aurait peur de devenir complètement autonome et que du coup, elle le perde. Il est plus cette espèce de héros qui prend en charge toute la famille, ou Daichi, l'histoire du provider. Tout ça, c'est des exemples, mais ça peut être tellement de petites choses beaucoup plus subtiles. J'ai une anecdote assez marrante. Moi, j'ai fait beaucoup de tennis quand j'étais plus jeune. La personne qui m'a le plus appris, c'était mon meilleur ami à l'époque. Il m'a vraiment conseillé plein de choses pour avoir un bon jeu. Et un beau jour, on se retrouve confrontés pendant un tournoi, l'un contre l'autre. Et ce qui s'est passé, c'est la peur de la réussite. C'est-à-dire que je mène pendant les 2 sets de loin, et au moment de conclure, je me rends compte que j'ai peur de l'atteindre, de le mettre à mal justement comme tu dis. Et donc je commence à très mal jouer et je perds. Tu vois. Et après, dans un étalement du temps, ça aurait été quelque chose à faire, tu aurais procrastiné. Exactement. Au lieu voilà. de mal jouer, tu aurais c'est laissé un prolongement. traîner, tu aurais Exactement. pas fait. Je me suis auto-saboté pour ne pas gagner. J'ai l'impression, et puis au fil de mes recherches, j'ai trouvé que mes recherches se sont accordées avec l'idée que je me faisais de la question. On retrouve ça surtout dans les cultures africaines et asiatiques. Bhal d'abord en Corée du Sud, ou là... Pour eux, la procrastination et cet ajournement de tâches est influencé par la hiérarchie sociale, le respect des aînés. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très imbriqué, c'est très subtil, mais tu vois, la peur tu vois, on retrouve ça aussi très peu chez nous dans certaines sociétés. Où là, tu as des attentes sociales très élevées et une pression de conformisme énorme et tous ces aspects culturels font que tu procrastines, pas par peur de l'échec ou là de la réussite ou là par mauvaise gestion du temps ou là des priorités,
mais tout simplement par pression culturelle. Ça peut être aussi, c'est quand que tu parles de moi à tes parents. Ah ouais, ben Tout voilà, bêtement. par exemple, exactement. Là, c'est par peur de confrontation. C'est ça, donc je vais reporter, je vais laisser ça ternir mon couple, au lieu d'aller dans la confrontation et dire, écoutez, j'ai quelqu'un dans ma vie. Et là, c'est presque du report intentionnel, en fait. Exactement. Niyazouine. Et là, tu veux l'harmonie sociale, tu veux l'évitement de la confrontation, ces choses, mais ça prend une forme malsaine, au final. Par conformisme, finalement. À ne pas décevoir. Peut-être le volet jolie intention mignon de la procrastination. Une envie profonde de ne pas faire de mal. Oui. Est-ce que c'est... Mais qui pourrait être détourné et mieux traité, au Voilà, final. c'est ça, exactement. Avec tous ces aspects culturels, il y a une forte émotion liée à la procrastination. Je sais pas si tu vois ce que... C'est une action, c'est le fait de procrastiner. Mais ça engendre des émotions, ça engendre des pathologies. La principale serait l'anxiété. Tu es anxieux parce que tu fais pas le truc, tu fais pas le truc donc tu es anxieux. Et Ça tourne en boucle. et ça tourne en boucle, et ça continue. Et justement, on peut garder ça en soi pendant des décennies. Exactement. Mais il y a un remède en soi, un remède que tout le monde connaît depuis le début des temps d'ailleurs, dont on va parler maintenant, à la discipline. Là, c'est les questions. Est-ce que c'est un remède à un certain degré d'anxiété? Est-ce que le perfectionnisme est une excuse pour procrastiner en soi? La motivation seule, et ça on connaît tous la réponse maintenant, peut suffire à dépasser les obstacles quotidiens de la procrastination et du perfectionnisme. Toutes ces choses qui mettent le rapport à soi et le rapport à ce qu'on fait sur la table. On va souvent entendre, ouais, je suis pas motivé. Là encore, c'est très subtil. La discipline peut être peut-être, comme tu dis, un remède à la... Mais au explique-nous, manque. qu'est-ce qui diffère réellement entre motivation et discipline? Je prends l'exemple d'une personne qui est dans son milieu de travail, par exemple, qui a une tâche à faire avec une deadline. Évidemment, c'est le droit inaltérable de tout le monde de se sentir bien, de faire les choses dans les meilleures conditions. Donc quelque part, c'est de la compassion envers soi que de se dire je vais commencer quand je me sentirai un peu mieux. Mais là où ça peut déborder, c'est on va vers la self-indulgence. Au lieu d'être juste dans la compassion envers soi, je me trouve des excuses. Le lien entre les deux est infime. Est-ce que je vais attendre éternellement de me sentir mieux, ou est-ce que j'attends juste d'avoir un petit moment où ça va un peu mieux, je me force un petit peu et je fonce. Par opposition à, je vais mal mais il faut le faire donc je le fais. Discipline donc. Discipline. Just do it, quoi qu'il arrive. Just do it quoi Dans qu'il toutes arrive. les- Avec l'extrême de ça aussi, c'est travailler mal à l'aise. Travailler dans un état de souffrance. On va pas non plus se torturer. Voilà. C'est pour ça qu'il faut trouver Équilibre, l'équilibre. équilibre. Voilà. Équilibre. Après, la discipline, elle a besoin d'un fuel aussi. Moi, je pense au sport. Je suis pas du tout une grande sportive. J'ai toujours eu le nez fourré dans les livres. On se foutait de ma gueule quand j'étais petite. On m'appelait nerdy, dès que je suis camel. Walakin, à un moment donné de ta vie, tu sais qu'il faut bouger, que t'as un corps, que si tu bouges pas, même ton esprit, il aura du mal à fonctionner, que c'est sur le tard que j'ai appris que j'avais des muscles, des tendons, tout ça, etc. Les endorphines, c'est sympathique. Ben, clairement, ça c'est encore l'autre level de la chose. Ça tu y es, tu l'as fait, t'as fini. Attends, mais on se lance de la salle. Ça nous abête. Bah, du coup, moi je fais du yoga depuis une dizaine d'années, mais très très peu. Zama, j'ai jamais eu justement vraiment avec la discipline d'y aller tous les jours. Je le fais aller max 2-3 fois par semaine. J'ai des mois où je le fais souvent. Là n'est pas la question. Dernièrement, j'ai réalisé que j'avais besoin aussi de strengthening, c'est-à-dire de gagner en muscles. Donc, je me suis inscrite à la salle. Comme tout le monde, j'y suis allée très peu. Je culpabilisais, je procrastinais. Je ramasse mon sac, je le laisse à côté. Le lendemain, j'y vais pas. Mais avec le temps, j'ai commencé à réellement développer une routine, en fait. Et la routine est peut-être un des secrets de la discipline. Exactement. C'est-à-dire l'habitude. On pourra parler du pouvoir des habitudes. Le fameux livre qui revient souvent, Power of Habit, où c'est devenu quelque part aussi une part de moi. Mon identité, oui, je suis cette personne qui se réveille tel jour à telle heure et qui va faire son sport. Mais c'est pas suffisant. Parce que, ayant été une addict aussi, rien de grave, ça m'a Carro Dekshi, maintenant, les fous, alhamdoulilah. Je pourrais vous raconter tout ça à l'épisode qu'on va faire sur les addictions. La discipline est venue grâce à la routine, grâce à la répétition, grâce à cet ancrage dans ma tête de ce bien-être que j'ai ressenti à la fin, etc. Mais aussi grâce à Wahed l'état procuré par le sport, dont j'ai lu un livre extraordinaire. Ça fait partie des rares livres que je garde sur mon chevet, que je vais te ramener, Yacine. On en a parlé et j'y tiens grave. Ça s'appelle Flow
tout simplement. F-L-O-W. Le titre dit déjà à peu près tout. Alors j'aurais du mal à vous dire l'écrivain, je vais l'écrire en bas parce que Mihaly Csikszentmihalyi, tu vois. Il y a plusieurs éditions. Moi, j'ai lu The Classic Work on How to Achieve Happiness. Il y en a où c'est édité de Optimal Experience, Psychology Optimal Experience, un truc du genre. Bref, c'est un voyage aux confins de l'esprit, encore une fois, qui t'explique comment, finalement, il y a un certain état qui s'appelle l'état de flow, qui finalement est le départ d'un état de guérison. C'est lorsque tous les paramètres sont réunis pour te mettre en état de concentration optimale, jouissif. Non seulement concentré, emporté par ce que tu fais, aussi heureux. Et c'est là que tout ton système immunitaire se met réellement en action de manière optimale. C'est là que toutes ces hormones, ces choses... je vais citer, tiens, j'ai une citation plutôt de Mihaly, sortie du livre Flow. Le meilleur moment de la vie n'est pas le moment passif, réceptif et relaxant. Les meilleurs moments surviennent généralement si le corps ou l'esprit d'une personne est étiré à ses limites dans un effort volontaire pour accomplir quelque chose de difficile et de valable. Donc là, quelque part, le moment où l'esprit ou le corps est étiré à ses limites, c'est là où le flow intervient. Pour en revenir à ma petite histoire, quand je suis au sport, quand je réfléchis bien, pourquoi j'avais du mal à y aller? Parce que je me fais chier, tu vois. Parce que je suis pas passionnée. Parce que c'est pas agréable. Et c'est pas confortable. Et je vois pas où je vais. Et je vois pas de résultats. Et nanani, et nanana. Mais quand je sors de ça, et que je planifie mon sport, et que je commence à voir des résultats, et que je commence à voir où je vais, et que j'ai des objectifs, et que je me challenge, j'atteins un moment où je me pousse à bout, où j'ai mal, mais c'est bon. C'est valable pour toutes les disciplines. D'ailleurs, on n'appelle pas ça une discipline pour rien. Que ce soit snooker, ou là le tennis, ou là les jeux de l'esprit, ou là le chant, ou là l'écriture, ou là peu importe. Ou là même n'importe quelle activité face à un challenge en fait. Comme dit Mihaly, j'ose pas dire le nom de famille, quelque chose de difficile et de valable. Moi j'ai une anecdote par rapport à ça. Dans ma vie, je me suis souvent mal garé avec ma voiture par exemple. Et on me l'emmenait à la fourrière. Pour aller la chercher, c'était tout le temps une galère, une souffrance, qui aboutissait effectivement avec moi qui récupère ma voiture, mais en me mettant dans un sale état. Un beau jour, je suis avec ma meilleure amie, la voiture on l'a mal garée, elle est partie à la fourrière. Et à ce moment-là, moi j'étais un peu dans mon chemin spirituel où je commençais à me sentir beaucoup mieux. Cette amie-là, je voyais qu'elle était en détresse par rapport au fait que la voiture a été emportée à la fourrière. Et là, instinctivement, je lui dis, écoute, ça on peut le gérer de deux manières différentes. Soit on va être dans le désarroi, dans la souffrance, et ça va mal se passer. Soit on va le faire dans un état où on se sent bien, et je vais te guider avec moi. Je lui ai disséqué le processus pour récupérer la voiture en petit instant. Écoute, on va juste aller au commissariat et faire ceci. Oublie tout le reste. On se concentre, on le fait. Exactement. Une étape. Tiens, on est arrivé chez le commissaire, on a payé l'amende. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Aller à la fourrière, etc., etc. J'étais dans cet état de flow dont tu parles. Comme quoi, c'est très bien ce que tu dis, parce que du coup, comme quoi, de l'état de flow dans ta tête ou de sa boélique, c'est pas forcément donné aux prodiges la musique ou de la danse, ou là, ça peut être au quotidien. Oui. Ça peut être comme ça, accompagner un ami dans une phase un petit peu délicate où lui lose it. Tu es dans un flow qui l'accompagne. Et d'ailleurs, il y a Hadik, la deuxième citation que je voulais dire, Mihaly, justement, tu viens de l'illustrer. Le contrôle de la conscience détermine la qualité de la vie. Notamment, est-ce que j'apporte un soin? To be in the zone. To be in the zone. Il y en a qui le disent comme ça. Voilà. Est-ce que je suis justement dans un état de flow pour faire mes lacets, pour me laver les mains? Ça rejoint la pleine conscience. Est-ce que je le fais avec qualité? Ou est-ce que je le fais à reculons? D'abord, pour résumer, c'est lorsque le challenge, la difficulté, l'idée qu'on se fait de la tâche et notre degré d'implication, qui te met le point flow. Avec l'état, le mental qui te fait complètement, ou que tu le dis réellement... Créatif, en fait. Et qui me chie avec le boulet qui est la procrastination, le perfectionnisme. C'est typiquement, dans mon cas, quand je suis inspiré pour faire de la musique. Plus rien n'a plus d'importance. Je suis dans cet instant dans lequel l'inspiration vient. Okay. J'invite l'inspiration dans mon moment de flow. Parce que justement, dans cet état-là, on est plus inspiré, plus créatif.
Mais moi, j'aurais tendance à penser, c'est bien qu'on en parle de l'inspiration, que l'inspiration, justement, c'est le fuel et aussi, malheureusement, le revers d'il y a la motivation. Quand je suis motivée, pour moi, c'est quand je suis inspirée. C'est-à-dire, ouais, je suis dedans, j'ai envie de faire ce truc, nanana, ça vient tout seul, quelque part. L'inspiration, pour moi, c'est quand ça vient tout seul. Alors que le flow, c'est quand, à me forcer et à m'y mettre, je le fais venir. Moi, je sais pas si tu vois la nuance. Je pense qu'on peut faire des deux manières, en fait. Je pense qu'on peut amener le flow par une discipline, comme être dans un état de flow parce qu'on a suffisamment travaillé sur soi et que ça devient une seconde nature. Mais là, ici, on présente le flow plus comme un moyen, c'est-à-dire de se projeter et de devenir presque addict à cet état de flow, qui pourrait être une antidote aux gens qui ne se reposent que sur la motivation et l'inspiration, justement. Ou là, si tu veux quelque part, dès que l'inspiration que tu as, tu peux la provoquer. Tu peux lui donner un nom et la ramener à toi, avec la discipline, au final. Avec la discipline, ça rejoint, parce qu'on dit in the zone. In the zone, c'est rien d'autre que concentration optimale dans l'instant. Peut-être que ta discipline à toi, c'est de te concentrer sur ce que tu es en train de faire maintenant, et que c'est peut-être ça qui amène ta discipline et qui va créer cet état de flow. Je pense qu'on peut être très souvent dans un état de flow. On a parlé d'absolument, on a fait le tour, en fait. Plus ou moins des causes susceptibles d'être à l'origine de la procrastination, du fait que le perfectionnisme peut cacher la procrastination, etc. Là, j'aimerais qu'on parle de la procrastination en tant qu'instinct de survie, en fait. Parfois, on procrastine et c'est bien, c'est parce qu'on veut pas et on doit pas faire ce qu'on a à faire. Parfois, faut pas aller contre soi. Parfois, tu procrastines parce que deep inside, instinctivement, it's not the time. Et du coup, faut se replier sur le moment d'attente dont tu parlais. Bien sûr. Là, je vais sortir un tout petit peu du sujet, mais c'est pour poser une question, Lida à nos auditeurs. Quelle est la dernière fois que tu t'es senti dans ce flow en soi? Et si tu es très jeune et que tu apprends encore à te connaître, quelles sont les activités dans lesquelles tu atteins ce flow le plus facilement et le plus rapidement? En listant ces choses, ça t'aidera quelque part à t'approcher des choses qui sont faites pour toi, en fait. Des choses où, instinctivement, tu es bon, tu es bien, et quand on est bon et bien, on est heureux. Et naturellement, tu es connecté à ce que tu fais, quoi. Exactement. Parce que aussi, ça te passionne et que... Donc la procrastination, c'est pas que ce démon de la dernière minute, c'est aussi un garde-fou, quoi. Exactement. Et je suis très contente d'avoir procrastiné certaines fois. Est-ce que j'attends un peu parce que c'est pas le moment ? Ou est-ce que j'attends trop parce que j'ai l'habitude d'attendre tout le temps? Plus tu seras dans cette introspection, plus il te sera aisé et évident de différencier la procrastination des dials comme ça, ou la procrastination les barat khorjalik. Merci à vous d'être restés avec nous jusqu'au bout, en espérant que ça vous aura questionné sur vos propres déclencheurs ou la origine de ce rapport au perfectionnisme. Rejoignez-nous dans la deuxième partie pour explorer des techniques de gestion de la procrastination, le lien entre le perfectionnisme et l'estime de soi, ou comment arrêter le monologue interne qui pousse à ce type de comportement.